Bon, ben, salut tout le monde, bienvenue dans le trio économique. Là, on est comme en mode surf and turf parce que Yann, officiellement, il dit qu'il est parti pelleter son entrée. Ça me paraît pas une excuse valable pour ne pas être là dans un Non, non, podcast. il est allé préparer sa chefferie au Parti libéral. Parce qu'on a décidé que moi, j'y allais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Fait que, tu sais, bref, il y a tout ça cache toujours quelque chose. Tu vois, si mettons, on était des gens de postes de nouvelles connus, c'est ça qu'on ferait pour essayer d'expliquer pourquoi il n'est pas là. Parce que eux, c'est ce qu'ils font quand il y a un événement. On sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi. Là, on appelle un autre, puis on fait des tons. Là, on se fait tout que des scénarios, puis bref, on explique ça de même. Ça ou il va chercher son sac du Mossad. Ouais, c'est ça. J'ai hâte, moi, de recevoir tous mes chèques. Là. Encore hier, quelqu'un qui me traitait de vendu. Là, je fais tout le temps la même chose. Ouais, mais vendu à qui? Puis c'est quand que je reçois mon argent? C'est si au moins c'était vrai puis que j'avais du cash, je me dirais OK. Il n'y a personne qui m'a acheté encore. Écoute, il faudrait que je fasse la liste de qui me doit de l'argent. Le Mossad, les compagnies pétrolières. Il me dit jamais laquelle. Fait que c'est dur de leur envoyer de la lettre pour leur dire, tu sais, faire des réclamations pour factures impayées. Ils m'ont jamais dit laquelle doit m'envoyer un chèque. C'est les compagnies pétrolières. Mais tu sais, j'ai cherché l'adresse de les compagnies pétrolières, puis il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas de la théorie du complot, pantoute. C'est les gens qui disent ça. Non. À chaque fois qu'il y a une étude quelque part qui fait pas leur affaire puis qui ont dit que c'est financé par des pétrolières, ça, c'est pas du ça. Ça, c'est pas ça. L'argument n'a aucune validité en soi parce que clairement, j'aime pas l'argument. C'est ça. Fait que Yann, normalement, devrait se joindre à nous autres maintenant, là, quand il va avoir fini de pelleter son entrée. Moi, je pense que c'est pas vrai, parce que ça fait plusieurs fois qu'il dit qu'il utilise ses enfants comme cheap labor pour faire ce genre de tâches. Ouais, hein, c'est vrai, j'avais oublié ça. Fait que normalement, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il a empêché ses enfants d'aller à l'école pour pelleter l'entrée. Ça serait plus son genre de méthode. Ouais, parce que je pense que Yann, il se fout de l'éducation de ses enfants. Moi, je pense que... Ouais, exact. Écoute, on avait plein de sujets qu'on voulait peut-être passer un peu en rafale, là, réagir à des affaires que des gens là, font comme type d'affirmation. En général, c'est tout le temps le fil conducteur, en fait, des trois trucs qu'on pourrait parler aujourd'hui, c'est un peu tout le temps l'anticapitalisme. Le premier, c'est ce qu'on a jasé hier dans la partie Patreon du podcast sur cette... puis là, au moment où ça va être rendu public, je pense que je vais même mettre l'extrait là, disponible pour tout le monde, comme ça, ils auront l'occasion de le voir. Là. Mais bref, il y a une commission parlementaire sur les transports. Je me souviens même plus, en fait, c'est quoi le point central, mais c'est pas important vraiment. Là. Bref, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une commission parlementaire sur quelque chose qui a rapport avec les transports, la mobilité. Et là, tu sais, Vincent, tu le sais mieux que moi, tu as déjà participé à ce genre de truc-là comme intervenant. Tout le monde peut aller là, entre guillemets, du moment que tu représentes pas un institut, là, mais un... non, mais du moment que tu as soumis un mémoire. Tu peux pas juste aller témoigner sans mémoire. Tu dois avoir des commentaires organisés, en gros. Exact. Donc, c'est pour ça qu'au fil du temps, on a vu, tu sais, mettons, quand il y a eu des trucs sur les télécoms, on a vu PKP, mettons, aller en commission parlementaire. On a vu toi et Germain Belzile, vous êtes allés à un moment donné. Tu sais, on a vu, je sais qu'il n'y a pas longtemps, je pense que c'est Nicolas Gagnon qui est allé. Je pense que ça devait être encore plus. J'ai pas vu ça. Mais connaissant Nicolas, ça, je voulais aller l'écouter juste pour sortir des extraits parce que ça devait être quand même assez délicieux comme passage. Je suis pas mal sûr que Nicolas était plus sauvage que moi, puis Germain, on l'a été. Ouais, ben, en plus, c'est qu'il a mis comme un print screen de son passage, puis c'est juste lui avec un sourire qui a l'air vraiment machiavélique. Ouais, ben en fait, c'est parce que Nicolas est vraiment un bon baveux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Nicolas, c'est maintenant le porte-parole québécois de la Fédération des contribuables canadiens. Puis... Il a remplacé Renault, là, dans le fond. Là. Exactement. Lui est rendu à l'IEDM, de ce que je comprends. Là. Ouais, deux styles complètement différents. Pour ceux qui ne connaissent pas Renaud Brossard, on l'a vu une fois dans notre show. Renaud est un dandy, comme on dirait en anglais. Ouais, c'est ça. Il est toujours bien habillé, toujours sophistiqué, un beau français soigné. Nicolas est beaucoup plus québécois.
Ouais, de c'est ça. souche. Exact, c'est ça. Il y a un petit côté terroir Oui, qui oui, est- c'est qui est- exactement ça. Je l'aime beaucoup, là, donc trompe-moi pas, là, je l'aime vraiment beaucoup. exact. Mais son style, ça doit être. Je pense qu'il faudrait qu'on voit s'il n'a pas fait des dégâts en commission parlementaire. Exact. Et là, il y a un groupe de. En fait, il y a une dame qui est là, qui est médecin, qui vient à la commission parlementaire, je le rappelle, sur le transport et la mobilité. Elle représente un espèce de regroupement qui s'appelle l'ACME, que je ne savais pas exactement ce que c'était avant de regarder. C'est pas dans les Looney Tunes, ça? Parce que Écoute, si c'est ça, Acme, c'est parfait, là, parce que tu as importé dans la réalité quelque chose d'absolument caricatural. ouais, ben ça ne me surprendrait pas, là. Attends un peu. Il faut que je check exactement c'est quoi la définition de leur affaire. Mais en gros, Non, là, pas acné, acné, c'est ça, j'essaie de. Mais il c'est me ça. semble Mais que c'est le Acme, même tu que. te rappelles pas, quand tu regardais les Looney Tunes quand tu étais jeune, quand, voyons, le coyote essayait d'acheter Oui, 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 oui. des c'est quoi en français, des anvils? Euh, Bonne Voyons. question. Le J'ai truc, comme un blanc. ben, Mais le truc que les forgerons utilisent pour le faire tomber sur le Roadrunner, ben, c'était ouais. toujours la compagnie qui faisait ça, c'était Acme. Oh my God. Fait que c'est pour ça Ouais, que je ouais, dis, ouais. c'est importé, c'est un nom réel, mais c'est importé, ça fit avec les propos qu'elle a dit, c'est caricatural. Ouais, ouais. Donc là, tu sais, je résume un peu qu'est-ce qu'elle raconte. Elle commence son intervention en disant qu'elle, elle veut prôner la santé planétaire, que là, il n'y a aucun moyen. C'est qu'en gros, tu ne peux pas gérer ou en gros, son point, c'est le transport, la mobilité, ça doit être relié avec la santé parce que tout ça, c'est dans une grosse perspective globale de santé planétaire où il faut plus d'espace vert puis des trucs carboneutres, sinon on ne peut pas régler les grandes maladies, les épidémies de ce monde. Tout ça est supposément basé sur la science. Au travers de tout ça, elle nous dit qu'on ne peut pas continuer dans l'économie extractiviste. Là. Ça, c'est tout le temps des Ouais. expressions très drôles. Là. En gros, en gros, ce que ça veut dire, c'est une espèce de baratin décroissant, là, que genre, il n'y a plus de ressources, puis on va... genre Club de Rome. Là. Et elle nous dit que tout ça, ça a été validé par la science, alors que tous ces trucs-là ont été complètement débattus déjà à Non. leur époque par Hayek et compagnie. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu écoutes ça et tu te dis, bon, OK, c'est un peu n'importe quoi. Il y a même un bout où elle dit que, dans le fond, les hôpitaux, si tu mettais tous les hôpitaux de la Terre ensemble, ça ferait comme le 4e pays le plus polluant. Après ça, elle nous dit que le PIB, c'est pas un bon indice de mesure du bien-être. Fait que bref, c'était comme une espèce de condensé de plein d'affaires. On va le dire, c'est un peu alternatif. Là. Dans le milieu de l'économie, les gens qui disent que le PIB, c'est de la merde et qu'il faut des indices alternatifs, s'il y a pas, c'est zéro une opinion consensuelle puis qui est Non. partagée Mais par écoute, les gens. regarde. C'est que des gens, en fait, qui ne sont pas en économie qui parlent de ça. Là. Ou Oui, oui, presque. effectivement. Puis non seulement ça, mais écoute, on a déjà fait un épisode sur le PIB, Mhm. puis j'ai résumé toute la littérature là-dessus avec toutes les nuances qui viennent avec. Le résumé que je peux refaire ici, le PIB, pour les sociétés libérales démocratiques, le PIB, c'est un maudit bon indicateur. Il n'est pas parfait, il y a des limites, il y a des problèmes, par exemple, sur les trucs que tu parles de distribution, mais en général, le PIB, mettons, si tu devais demander en quelle proportion du temps le PIB va te donner une bonne idée au minimum des changements, 90% du temps, ça va te donner la bonne direction. 80% du temps, ça va te donner la bonne amplitude des changements. Puis là, quand tu fais des comparaisons entre pays, mettons 70% du temps, ça va te donner ça va te donner le même ordre de choses en termes de qualité de vie que le reste. Il y a des problèmes. J'ai été dans ma cas que les proportions ne sont pas 100% systématiquement, mais le PIB est un maudit bon indicateur. Puis Mhm. d'ailleurs, les études qui disent, puis ça, ils ne veulent jamais souligner ça, mais depuis une couple d'années maintenant, on sait qu'on a été capable de corriger les statistiques de PIB pour les mensonges que les dictateurs font. Parce que généralement, quand tu regardes on en Ouais, a ouais, ouais. parlé avec le gars qui faisait les données avec les données d'imagerie satellite qui Ouais. permet de voir la lumière la nuit. Puis à partir de ça, puisqu'il y a une relation très proche entre la lumière la nuit et la croissance économique et le développement économique, ben, tu peux te servir des deux pour
isoler à quel point les dictateurs mentent sur leurs chiffres. Puis quand tu corriges pour ça, donc tu dégonfles les chiffres des pays qui ont des dictatures, tu réalises que la relation entre PIB et d'autres variables devient encore plus serrée. Donc, c'est bien, Ouais. tu veux que la relation soit serrée. Tight, comme on dirait en anglais. Tight, tight. Ouais, ben le Mais c'est. classique étant un peu là, tous les chiffres que personne. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais cru trop à ça. Là. Mais tu sais, quand on parle, mettons, de régime communiste, on dit ah, ben tu sais, il y a des problèmes, mais Ouais. là-bas, quand même, tout le monde sait lire, tout le monde sait écrire, tout le monde était genre. Ouais, Puis là, mais t'es comme ouais, est-ce qu'on a la preuve de ça? Ou tu sais, je veux dire. Ouais, mais souvent, tu remarqueras que puis ça c'est l'autre affaire. euh, les experts, souvent, on se fait tromper par ce que les régimes veulent voir. Donc, tu sais, il faut comprendre qu'un politicien, non seulement cherche à se faire réélire, mais aussi, tu lis la biographie de tous les politiciens, ils sont très soucieux de leur place dans l'histoire. Mhm. Et aussi, les dictateurs particulièrement, sont très soucieux de créer l'impression de légitimité. Donc, il faut produire des statistiques qui montrent quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tricher, parce que la tricherie, souvent, la tricherie directe, OK, est très facile à identifier. Genre dans combien de personnes il y a dans un pays. Donc, il y avait, par exemple, dans les années 30, Staline a essayé, en fait, histoire peu connue, le recensement de 1937 montre pas autant de croissance en URSS que Staline le voulait, fait exécuter tous les gens du recensement, c'est pas une joke. Il fait tout exécuter, tous les statisticiens se font exécuter parce que c'était pas les bons chiffres, fait un autre recensement, qu'il y a du traficage des données dedans et on le voit facilement, même quand on n'est pas un insider du régime soviétique. Donc, tu sais, ça spot facilement Ouais. les manipulations directes. Par contre, des manipulations indirectes, soit que tu donnes des incitations qui font en sorte que tout le monde ment de la même manière. Donc, par exemple, tu dis, tu es un bureaucrate, tes promotions ou tes pénalités vont dépendre de si tu atteins des chiffres de PIB X dans ton district. Bien, le gars, là, va mentir un tout petit peu, mais tous les autres vont le faire. Fait que tu n'as pas une facilité de comparaison dans un cas comme ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'ils vont choisir quel chiffre donner. Puis ça, c'est vraiment important. Par exemple, Cuba a des informations sur le taux d'alphabétisation, mais il ne donne pas beaucoup d'informations sur la profondeur. Parce que le taux d'alphabétisation, c'est on te pose la question, est-ce que tu sais lire, oui ou non? On prend la somme de tout le monde qui est des 1 pour je sais lire et les 0 qui ne sait pas lire. Ben, au final, c'est comme un Ouais, c'est light, assez binaire. Là, ouais. c'est binaire, c'est comme on-off. Mais en réalité, on est tous d'accord pour dire que euh, mes capacités de lecture et d'écriture à moi sont nettement supérieures à quelqu'un qui est en troisième année du primaire. Right? Ouais, Mais ben, ça techniquement, pourrait être les deux, 100%. Mettons que tu arrives au chiffre que c'est 100% ou 95%, mais ça pourrait être que sur tes 95, il y a genre 70% de ce qu'on appelle analphabète fonctionnel. Oui, exactement, il est ben, ça peut capable de fluctuer te, là. oui, il est capable de te le lire à voix haute, mais si tu lui demandes qu'est-ce que tu viens de lire et qu'est-ce que ça veut dire, il ne le sait pas. Exactement. Mais les dictateurs vont choisir quelles données nous produire. Puis dans le cas, par exemple, des dictatures, il y a une raison pourquoi ils rapportent généralement le taux d'alphabétisation. C'est parce que quand tu es une dictature, l'école, c'est une manière de faire de l'endoctrinement et de la propagande. Donc, tu as Ouais. intérêt à ce que les gens soient capables de comprendre au moins ta propagande pour que eux se mettent à l'incorporer dans leur raisonnement. Et ensuite, tu légitimises ton régime de cette manière-là. Mais dans le processus, nous, ce qu'on observe comme scientifiques, c'est de dire, regarde, Cuba a, par exemple, c'est un bon exemple, a un taux d'alphabétisation hyper élevé. Mais en réalité, quand on creuse un petit peu, il y a des raisons de croire que oui, le taux d'alphabétisation est élevé, mais la profondeur du capital humain est absolument est aussi profonde qu'une flaque sur le bord de l'autoroute. Ouais. Donc, tu sais, ben, quoi que les trous, les nids de poules au Québec sont tellement gros que ça peut être très profond. Mais, fallait que je fasse une joke anti-Québec. Mais en gros, souvent, les experts peuvent se faire tromper par la personne qui produit l'information. Les statistiques gouvernementales sont plus neutres dans des démocraties libérales que dans des dictatures, mais même dans des démocraties libérales, les statistiques ne sont pas neutres. Non seulement elles ont un effet sur ce que le gouvernement fait, mais celui qui les produit a souvent une perspective particulière. Ouais. L'idée que la production d'informations est elle-même neutre sur ce qui se fait et qu'elle est indépendante de ce qui est qu'elle est neutre de ce qu'on veut faire et qu'elle est neutre aussi de ce qui est fait, complètement débile. Donc, là, cette idée-là, probablement qu'elle elle regarde tous les chiffres, puis
Elle ne voit pas les biais cachés, subtils qui sont présents dans les comportements. L'autre chose qui m'énerve dans ce qu'elle disait, c'est les experts. Mais ça n'existe pas, les méta-experts. Ça fait plusieurs fois que je le dis, là. Moi, je suis économiste, puis ce que j'ai, c'est un talent de faire de l'analyse économique, puis de comprendre les incitations. Mais quand tu parles de sujets sociétaux, il y a deux choses qui se passent. C'est que tu dois récupérer une multitude de littératures qui ont chacun des langages différents, des cadres d'analyse qui ne se recoupent pas facilement. Et il faut que tu synthétises ça. C'est quand même assez difficile à faire. Et tu peux le faire peut-être sur un ou deux sujets. Donc, par exemple, moi, je fais beaucoup de health economics, je fais beaucoup d'histoire économique, je fais beaucoup de droit économie. Mais maintenant, tu me demandes des affaires plus poussées, comme, disons, tu me demandais de faire, disons, éducation, pédagogie et économie. Mais là, je suis un petit peu en dehors de mon domaine, puis je ne suis pas capable de synthétiser 10 littératures ensemble, puis de faire abstraction de tout ça. Ouais. Même les meilleurs chercheurs ont de la difficulté à faire des choses comme ça, puis je suis dans les meilleurs chercheurs, là. Je suis très fier de ça, là. Je produis énormément d'output scientifique. Mais l'autre chose, en plus de ça, c'est que souvent, dans les nuances qui existent, tu ne peux pas arriver à une solution dite experte. Je vais donner un exemple. Ouais. En laboratoire, les pesticides causent le cancer. C'est très, très clair. Par contre, économiquement, il n'y a aucune raison de croire que ça se traduit automatiquement, puis je suis très précis ici, automatiquement en un taux de cancer plus élevé s'il y a un plus grand usage de pesticides. Pourquoi? Parce que si les pesticides réduisent le prix des aliments et que l'élasticité de la demande des aliments est suffisamment forte, bien, via les prix plus bas pour l'alimentation, la santé s'améliore. Donc, tu as un effet indirect sur la santé via les prix qui est positif et tu as l'effet direct via les pesticides eux-mêmes qui est négatif. Ouais. L'évaluation de ça est excessivement difficile. Et il faut aussi qu'après, tu poses la question, OK, d'accord, ça augmente les taux de cancer, peut-être chez les gens les plus riches. Parce que eux vont manger ces aliments-là, mais chez les plus pauvres, la baisse des prix est beaucoup plus importante pour eux. Comment est-ce qu'on pondère le pauvre versus le riche? Là, dès que tu arrives dans ces zones-là, tu ne peux plus être un expert. À ce point-là, tu arrives dans une zone de normatif tellement normatif, puis c'est comme ça devient 100% normatif. Ouais. Tu ne peux plus utiliser le statement que tu peux te servir des preuves qui existent, des données empiriques pour te guider un peu, mais à ce point-là, l'expert n'a plus rien à dire de pertinent. Ça devient un sujet qui devrait être par délibération démocratique, par délibération politique, et non, ça devrait devenir un sujet de discussion et non pas un sujet dans lequel un expert donne son avis. L'idée que les experts ont tant de choses à dire que ça me rend mal à l'aise parce qu'il y a la présomption que tu es un méta-expert, tu es capable de tout comprendre, toute la société, puis cette prétention de la connaissance me rend malade. Puis dans le témoignage de cette médecin-là, c'est ça qui me fâchait, c'était que la prétention de la connaissance était partout. Il n'y avait aucun doute sur qu'est-ce qu'elle pensait savoir, qu'est-ce qu'elle pensait ne pas savoir. Qu'elle était sûre que tout ce qu'elle avait dit était 100% valide. C'était d'un ridicule consommer cette présentation-là. Si ça venait d'un militant pur, j'aurais probablement pas réagi. Mais le fait que ça vienne de quelqu'un qui se présente comme un scientifique, ça m'écoeure. Ça m'écoeure vraiment. Ouais. Puis j'ai pas de problème à critiquer ça. Ouais. Ben, surtout qu'on sait que, je sais pas si c'est comme ça partout dans le monde, mais pour les gens qui nous écoutent, pour monsieur, madame, tout le monde, pour la majorité des gens, le titre de docteur qui est réservé dans le langage populaire aux médecins, là, vient avec une espèce d'aura d'autorité, là, que mais là, c'est un médecin qui a dit ça, donc ça doit être vrai. Il y a comme un rapport autoritaire là-dedans. Mais moi, ce que j'ai entendu de cet exposé-là, il n'y a pratiquement rien qui avait rapport avec le champ d'expertise de la personne. C'était que de l'extrapolation à partir d'autres choses. Puis, il y a un vieux dicton populaire. Moi, j'aime les dictons populaires parce que souvent, c'est rempli de bon sens, puis on les oublie souvent. Mais il y a un vieux dicton qui dit « Qui trop embrasse mal étreint ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu as une perspective trop large,
ben finalement, tu perds tu perds, plus tu deviens large, plus tu perds en explications concrètes dans ce que tu devrais chercher. Donc là, ce que ça veut dire dans ce cas-là, c'est que moi, à chaque fois que je lis des études, à chaque fois que je vois vraiment des experts parler sur un sujet, ils sont toujours très précis, très méthodologiques sur des affaires et les conclusions qui vont arriver sont souvent nuancées et extrêmement reliées à quelque chose tu sais, c'est relié à quelque chose de très précis. On a mesuré ça entre telle année et telle année avec un groupe test, puis tu sais, c'est très précis. Elle arrive avec son optique de médecin de famille. Elle nous dit qu'on est dans la santé planétaire. Ça a tout un lien avec tout. Les espaces verts ont un lien avec les pandémies, avec le transport, avec les maladies. Dans le fond, c'est comme si cette espèce d'approche un peu globalisante qui, à mon avis, utilise de la science pour se donner Ouais, mais l'affaire, c'est que un là-dedans, air de rigueur, mais au bout du compte, c'est un ramassis de patentes qui n'ont pas de lien ensemble. ben, tu peux dire que c'est incohérent, mais je pense que la chose qui est encore plus, qui me dérange le plus dans ça, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que juste elle aimait de manière morale pour elle. Et ensuite, elle a imposé ça sur les autres. Donc, je donne souvent ça comme exemple à mes étudiants. OK? Puis, ça devrait te donner une idée. Le centre-ville en fait, plusieurs quartiers industriels dans les grandes villes initialement étaient très pollués. Le sont toujours encore, parce que juste par la nature du déplacement des vents, il y a certaines particules qui se concentrent davantage dans certains endroits et les gens vont se déplacer vers vers les endroits les plus propres selon les revenus. Donc, tu as entendu souvent dans les années 70 ou 60 des gens qui disaient ben, la pollution atmosphérique est particulièrement problématique dans les villes, il faut donc intervenir. OK, fine. Tu vois, là, il y a un statement qui est scientifique. Il y a effectivement un lien entre les particules, la pollution atmosphérique et les maladies. Mais par contre, Ben, l'exemple classique de ça, c'est un peu ce qu'on voit, c'est les gens qui ont écouté la série The Crown, là, comme l'histoire en 1952 à Londres du ouais, grand smog, là, où il y a pendant 5 jours ou 6 jours de temps, on ne voit plus rien dehors, puis il y a genre, là, les estimations ne s'entendent pas, là, mais entre 5 et 12 000 morts pendant ces 5 jours-là. ouais, il y a beaucoup de débats sur les chiffres, mais c'est quand même une proportion assez importante. Mais les premiers qui étaient là, c'est sûr, c'était atroce pour eux. Mais après qu'on savait que c'était là, les gens qui allaient dans certains endroits, est-ce que tu penses, par exemple, que les loyers étaient comme ajustés à la baisse pour refléter le fait que la qualité de l'environnement que tu avais avec le logement était de moins bonne? Ben oui. Il y avait effectivement, fait que tu voyais qu'il y avait comme une sorte de trade-off où les gens disaient, je préfère le loyer plus bas dans ce quartier-là à un loyer plus élevé ailleurs, mais plus propre. Mais là, les gens ont fait des choix où est-ce qu'eux font des arbitrages qui leur sont propres. Toi, tu arrives et tu dis, voici ma préférence sur la quantité de pollution optimale et je vais donc intervenir et je vais empêcher que tu fasses ce choix-là. Là, tu peux dire, ben oui, ça va bénéficier à telle ou telle personne, mais quand tu regardes économiquement, qu'est-ce qui se passe? L'effet d'imposer ton truc, ta préférence sur la quantité optimale, c'est que les gagnants, ce sont les propriétaires qui maintenant peuvent charger des prix plus élevés. Qui, eux, parce que la qualité de l'environnement s'améliore, c'est leur valeur de propriété qui s'améliore. Et donc, eux peuvent charger des loyers plus élevés. Mais le perdant dans ce cas-ci, c'est celui qui était prêt à tolérer la pollution, mais que son revenu n'a pas augmenté dans la période. Ouais, puis si Tu lui as fait mal. Mais là, c'est parce que. Mais ça, regarde, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Moi, je pense qu'il y a un cas à faire sur la réduction de pollution, puis peut-être des mécanismes compensatoires. Puis, tu sais, la gestion des externalités, c'est un rôle que le gouvernement doit jouer. Mais remarque qu'ici, elle a pas du tout, à aucun point, souligné que la décision sur est-ce que ça doit être fait ou non, elle a présumé que c'était naturellement, scientifiquement bon, alors que moi, ce que je dis, c'est non, il y a une question normative qui doit être assujettie à des discussions de politique, de délibération démocratique dans lequel tu prends en considération l'opinion des individus et que tu considères toutes les conséquences inattendues qui sont possibles. Mais elle, à aucun point, elle a voulu rendre ça explicite. Aucunement. Aucunement, elle a voulu expliciter les problèmes potentiels associés à
X ou Y mesure. Ben, ça fait un Et peu le penser résultat. à l'histoire qu'il y avait avec la fonderie Horn, là. Et moi, je trouve que c'est un bel exemple, là, cette fonderie qu'il y a en Abitibi, où on disait, bon, le taux d'arsenic dans l'air est beaucoup trop élevé par rapport à la norme. On voit qu'il y a un taux anormal de cancer, mettons, sur 20, 30, 40 ans, qui est, mettons, 2 fois plus élevé que dans le reste du... Je ne me souviens plus des chiffres, là, mais partons du principe que c'est 2 fois, mettons, pour le bien de la conversation. Et là, tu avais l'approche, entre guillemets, radicale qui est, ben là, l'usine, soit il se conforme, soit on la ferme. Là, tu es comme, ben OK, mais je comprends le concept, là. Mais c'est parce que, est-ce que vous n'êtes pas certain que le remède ne va pas tuer le cheval, là? Exactement. Est-ce que vous n'êtes pas certain que faire fermer l'usine, vous allez créer même jusqu'à une certaine limite plus de problèmes de santé que ce que vous allez en régler parce que vous allez pousser des gens dans l'alcoolisme, vous allez pousser des gens dans la dépression parce qu'ils n'ont plus d'emploi, parce que tu as fait perdre la qualité de vie aux gens. Puis est-ce que vous avez non seulement réfléchi à l'idée qu'il y a des gens, c'est un peu ce que tu disais, Mané, quand on parlait de certaines entreprises, mettons, où on disait, ah, mais ils ne respectent pas telle affaire, mais quand tu allais dans des pays où ces entreprises-là exerçaient, bien, les gens disaient, ouais, mais vu que le salaire est 2 fois meilleur que le salaire moyen, mettons, j'accepte, moi, d'avoir un boss qui me botte un peu plus là derrière, entre guillemets, parce que ça fait mon affaire vu le salaire. Mais est-ce que vous avez réfléchi à l'idée qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre le risque de doubler leur chance d'avoir telle maladie dans 40, 50 ans, mais d'avoir une qualité de vie supérieure à cause du salaire, parce que les gens qui ne sont pas là-dedans, c'est pas eux qui font le choix, c'est pas eux, ils ne savent pas ce que c'est que d'être dans cette situation-là. Fait que la position, vrai entre guillemets, scandale, facile, c'est elle, là, c'est d'arriver et de dire, ouais, mais là, la norme, c'est ça, il faut appliquer la norme. Fait que si vous ouais, mais n'appliquez pas la norme, on vous ferme. La norme, elle est choisie. Bon, il y a un input scientifique dans la norme, mais il y a aussi un input normatif quand tu décides de l'appliquer ou non. La partie qui était problématique avec la fonderie Horn, qui est absolument immorale, c'est qu'on a menti aux gens. Oui. C'est que tu donnes aux gens, si tu caches de l'information et que tu leur empêches de faire un choix délibéré. Exact, là, je suis d'accord. Là, ça, c'est la partie immorale de la chose que on peut pas mal. Je verrais pas comment il y aurait il y aurait quelqu'un qui s'oppose à ça. Parce que ce qu'on a dit aux gens, ben, vas-y, c'est ton risque, c'est toi qui l'assumes, mais on ne va pas t'informer sur le risque. En fait, on est conscient du risque et nous, on va agir de concert avec le gouvernement pour pas que cette information-là te soit donnée. Parce que si tu devais avoir cette information-là, on devrait t'offrir marginalement un salaire plus élevé pour te convaincre de venir travailler pour nous. Ben, dans ce cas-là, je m'excuse, mais ça, c'est la partie immorale. Mais si les gens ont décidé de travailler dans des compagnies inconfortables, il y a des gens qui travaillent pour des boss qui sont déplaisants. Il y a des femmes qui travaillent pour des boss misogynes. Il y a des hommes qui travaillent pour des employeurs qui les maltraitent. Mais généralement, si la phrase importante ici, c'est que ça présume qu'il y a un marché du travail relativement compétitif. Ben, si je décide de traiter mes employés comme de la merde et que je les traite de manière déplaisante, ben, toutes choses étant égales, par ailleurs, ils sont tous aussi productifs. Il faut que je les paye plus si moi, je veux indulger dans le plaisir d'être une ordure. Ben, le marché, soit va éliminer mon comportement, ou je vais devoir payer le prix que le marché impose, i.e. des salaires plus élevés. Mais là, ici, ce que le gouvernement a fait de concert, c'est qu'il a empêché la personne d'être consciente d'à quel point je suis une ordure, et donc à quel point il faudrait qu'il me demande plus pour compenser mon ordure, my garbageism. Mais c'est drôle pareil que dans le cas dans le cas de cet exemple-là, puis ça revient un peu à ce qu'elle disait, parce qu'elle commence son plaidoyer en disant, parce que c'est un plaidoyer, en disant il faut des actions concertées, planifiées, blablabla. Moi, ça me fait toujours peur, là, ce genre de phrase-là. Ça ressemble toujours à du one size fit all avec aucun discernement, puis qu'on va imposer des trucs à tout le monde. Mais dans le cas de la fonderie Horn, c'est spécial qu'on attende du gouvernement des solutions, alors que jusqu'à une certaine limite, moi, je trouve que c'est lui qui était le plus immoral là-dedans. Parce que comme l'avait bien démontré Thomas Gerbet dans son enquête là-dessus, ça fait des décennies que le gouvernement dispose de rapports qui ont été faits par la santé publique et qu'on n'a pas trop publicisé ou voire même pas dévoilé ou pas rendu public. Donc là, en réalité,
c'est l'action gouvernementale qui a empêché aux gens de faire les choix qui, dans le fond, pourraient être bons ou moins bons pour eux. Là. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est que tu t'attends à ce que la personne qui ait réglé ou entretenu le problème règle le problème. Moi, ça, je trouve ça fascinant quand même. Là. Oui, et puis il y a aussi dans ce qu'elle disait une sorte de naïveté à l'égard de ce que le gouvernement fait, peut faire et doit faire. Naïveté dans le sens fait, parce qu'elle présumait qu'il n'y a aucune malice dans les acteurs, puis que dès que tu es au gouvernement, tu deviens une sorte d'ange, et que tes intérêts personnels ou tes préférences à toi n'ont plus du tout un rôle. Tu deviens vraiment purement motivé par le bien-être de la collectivité. Bullshit. Bullshit solide. Ce que le gouvernement réussit à faire, même quand il est bien intentionné, ça ne veut pas dire qu'il est capable. Et ça. Ensuite, ce qu'il doit faire, ben là, ça devient ta moralité que tu décides que le gouvernement doit faire. Alors que les gens sont capables souvent de faire des arbitrages et là, ils sont capables de trouver des solutions qui sont optimales pour eux, mais qui ne fitent pas avec ta moralité. Ouais. Ça, c'est, je pense, la partie qui me gosse le plus dans notre âge. C'est à quel point il y a une montée des gens qui sont pas capables, qui sont des formes de puritains de d'autres formes. Oui. Il y a un genre faut que tu vives la vie que moi, je voudrais vivre. Les choix que tu fais et les arbitrages que toi, tu fais sont ceux que moi, je n'aime pas et donc sont mauvais. Il y en a qui peuvent être mauvais, là, je veux dire. Si je décide de commettre un crime puis de violenter quelqu'un, OK, fine. Absolument. Mais après ça... mais cette espèce de manie-là de juger les choix de vie des gens, toujours en fonction de oui, mais moi, je vois pas pourquoi toi, tu as besoin de faire ça ou pourquoi toi, tu devrais faire ça. Ouais, mais justement, toi, tu vois pas pourquoi. Ça reste le choix des autres en fonction de leur propre vie. Tu sais, le classique étant il y a un compte sur les réseaux sociaux assez désagréable là-dessus qu'à chaque fois qu'il voit un pick-up passer, il prend une photo puis il est comme genre, mais qui a besoin de ça dans la vie? Ben, je sais pas, quelqu'un qui travaille. Là, je veux dire, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans la construction, qui travaillent dans la livraison. Ouais, tu le sais pas sur la base d'une photo d'un seul pick-up une fois. Oui, puis tu sais, t'es comme, mais de quel droit ces gens-là jugent le mode de vie des autres? Avec une espèce de standard moral que, tu sais, dans le fond, moi, vu que j'ai décidé de me promener à pied dans la ville ou à vélo, ben, je considère que tout le monde qui ne fait pas ce choix de vie-là est un être humain inférieur. C'est une pente qui peut être assez glissante là, comme type de raisonnement. Là. Soyons clairs, je pense qu'il existe des moralités universelles, parce qu'il y a quand même des comportements que universellement sont refusés. Donc, genre le vol, le meurtre. Le vol, le meurtre, l'infanticide. L'inceste. Il y a des comportements qui sont universellement stigmatisés, donc il doit avoir une forme de moralité universelle. Mais après, certaines choses qui sont évidentes, ça devient très difficile d'arriver à quelque chose qui est clair. Mais tu sais aussi, le meilleur exemple, peut-être à l'autre extrême, c'est Charles Krauthammer, qui est un commentateur américain que j'aime pas beaucoup, mais il a dit une chose que j'avais bien aimé à un moment donné quand il y avait des discussions sur passer des taxes sur le foie gras et le vin. Il a dit, je vois pas le problème, je vois pas pourquoi on devrait faire ça. Puis là, quelqu'un avait dit, mais c'est parce que c'est pas bon pour la santé. Il dit, oui, mais c'est quoi la différence? Que je vais manger du foie gras puis boire du vin, puis je vais vivre 20 minutes de moins dans un ICU avec un tube respiratoire. Ah non, je suis correct. Je vais faire le choix de vivre un peu moins longtemps pour le plaisir de manger. Au même titre que quand tu conduis une auto, puis là, ça se généralise. Quand je conduis une auto, je prends un risque quotidiennement de mourir sur l'autoroute, mais j'aime la liberté que l'automobile me permet, ce qui est rare pour moi, parce qu'on se souvient que je ne sais pas comment l'assurance fonctionne sur des autos, puis que j'ai appris à conduire à 34 ans. 33, m'excuse, 33 ans. Oh, il faut dire les vrais chiffres. Faut dire les vrais chiffres. J'ai appris à conduire à 33 ans. Mais tu sais, on fait des choix, puis là, si tu dis, ben l'auto, c'est immoral. Ouais, mais selon ta perspective à toi, selon l'autre, quel standard, oui, c'est quoi le standard? Parce que tu sais, la force, c'est que peu importe l'action que tu vas prendre, peu importe, là,
même le truc le plus inoffensif possible, il y a toujours quelqu'un qui peut trouver un petit côté négatif à ça ou une conséquence que tu n'aurais pas pensé. Ah ouais, mais toi, Ah oui. ouais, toi, tu es en vélo. Ah, mais savais-tu que sur ton vélo, telle composante là, qui sert à faire, je sais pas, le dérailleur ou la batterie si c'est un vélo électrique, ben, ça vient d'Afrique dans une mine, fait que tu encourages indirectement le travail des enfants ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de fin à ça. Là. Ouais, mais Fait que l'affaire, c'est que si c'est toujours drôle quand c'est ça que ça vient. Quand ça vient comme on dirait en anglais, des usual suspects, c'est toujours contre des choses que des other usual suspects disent, mais jamais contre ce que eux préfèrent. Donc, par exemple, quand tu soulignes que les éoliennes ont une limite de capacité de génération qui est assez basse, scientifiquement, là, juste sur la base de ben déjà, je pense que tu ne ben, peux pas transformer plus que 60% de l'énergie du vent en c'est ça. courant, ce genre de Exactement. truc-là. C'est une dérive. Si je me trompe pas, là, je suis en train peut-être de mélanger des noms de concepts de physique, mais je le sais lequel j'ai dans ma tête mathématiquement. La loi de Fermat, qu'il y a une limite à. C'est-tu Fermat? Non, c'était un français. Il y a un nom de français dedans. Pas important. Il y a une limite à ce que tu peux réussir à convertir dans un moteur fermé. Donc, tu ne peux pas convertir, tu ne peux pas avoir 100% de conversion. Et celui pour l'éolien est relativement bas. Mais il y a aussi le fait que c'est dur à scale up, donc d'augmenter l'échelle de production. Une éolienne, probablement, va avoir des effets positifs, mais ça ne veut pas dire qu'après, disons, 1 million d'éoliennes, ça devient positif. Il y a vraiment, en fait, il y a un économiste, John List, qui appelle ça the voltage effect. Il y a des fois, il y a des trucs que tu peux augmenter. Une fois que tu le fais en laboratoire, ça a l'air, ou dans des small scale experiments, ou des projets pilotes, ça fonctionne très bien. Mais dès que tu essaies de l'augmenter en termes d'échelle, ça échoue. Parce que c'est des projets qui ne sont pas scalable, que tu ne peux pas les augmenter. Donc, tu sais, il y a tous ces problèmes-là. Mais pour les éoliennes, quand tu leur soulignes que quand on regarde les expansions les plus récentes, il y a plein d'effets inattendus qu'eux n'avaient jamais mentionnés. Puis que je pense que ça serait malhonnête de leur dire qu'ils devaient prévoir les conséquences inattendues. Mais une fois que les conséquences inattendues sont arrivées, tu devrais te mettre à actualiser tes connaissances. Mais non, 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 non. C'est juste un petit hurdle. Sur quelle base tu dis ça, là? Fait que souvent, la critique est faite à l'égard de gens comme toi puis moi. Mais quand on leur renverse ça contre eux, oh non, non, non. Hey, là, comment, là, Ouais. à un moment donné, l'hypocrisie intellectuelle, ça suffit. Là. Ben, c'est parce que ce qui Si compte dans leur si esprit, c'est c'est bon pour juste Pitou, c'est bon pour l'intention. Minou. Ouais. Mais c'est ça le problème, moi, je trouve que c'est que dans leur esprit, tout ce qui compte, c'est l'intention. Donc, comme j'avais l'intention de faire quelque chose de bien environnementalement, Ton intention, bien c'est de pour la ça, bullshit, puis je m'en calisse. ben, c'est ça. Ce qui compte au bout du compte, c'est les résultats. C'est si après la démonstration, c'est que vu que ton éolien, bon, comme elle ne peut pas transformer plus que 60 ou 63% de l'énergie cinétique du vent, vu qu'elle produit un courant intermittent, je suis obligé d'avoir des génératrices au gaz qui produisent le courant quand c'est pas constant dans le réseau pour ne pas faire sauter des transformateurs ou je ne sais pas trop quoi. Puis si la conséquence puis la conclusion de tout ça, c'est qu'au bout du compte, ça ne change rien niveau pollution ou très peu, ben, je veux dire, ton intention, on s'en sac. Là. Ouais, ben en fait, C'est le résultat moi, ton qui intention, tout ce m'inquiète, que qui ça me dit, c'est à m'intéresse. quel point tu as un trou de cul. Parce que si, mettons, tu as étudié le sujet, puis tu es vraiment arrivé à une réponse super claire, puis que tu es vraiment sûr de ta réponse, puis que tu voulais bien faire, puis que tu as vraiment tout fait pour que ça fonctionne bien, OK, t'es pas un trou de cul. Mais si, mettons, c'était juste ton intention, puis tu n'as pas pensé à étudier la chose, puis tu as juste comme sorti quelque chose que toi, tu pensais que c'était bien, mais que tu n'as pas pensé, tu es probablement plus un trou de cul que celui qui a décidé. Tu es juste 1 degré de trou de cul différent que le gars qui a décidé de faire quelque chose délibérément qui fait mal. Je veux dire, ton intention, tout ce que ça me dit, c'est à quel point tu es une bonne ou une mauvaise personne, mais ça ne me dit pas à quel point si ce que tu proposes est désirable ou non. Il faut quand même passer le test de Geloso, les 4 étapes. Faudrait vraiment en faire. Écoute, c'est pour les auditeurs, cet été, quand la session se termine, j'ai écrit un petit livre pour vous qui va être vendu ici. Là. J'ai commencé à préparer le plan de rédaction. Ça va être d'expliquer ces 4 étapes-là de raisonnement. Est-ce que c'est un problème? Oui ou non?
Oui, c'est un problème. En fait, si c'est non, tu fais rien. Si c'est un problème, est-ce que est-ce que le privé peut faire des solutions? Est-ce qu'il y a des mécanismes que le privé peut développer pour faire des solutions? Oui, fais rien. Non? OK. Est-ce que le gouvernement met des barrières dans les solutions privées? Oui, enlève ces barrières-là. Ah oui. Non? Ben, OK. Est-ce que la solution gouvernementale est pire que le problème? Non? OK, tu peux procéder. Oui, endure le problème. Non, c'est ça. Écoute, tant qu'à avoir un peu bifurqué sur l'environnement, ben, même si c'est un Allons-y peu avec ça, notre communiste, même si c'est un peu littéralement. ça le fil directeur depuis le début, là, on avait cette médecin-là pour la santé planétaire. Bon, on a essayé d'expliquer un peu comment c'était un peu n'importe quoi. Là, il y avait un autre affaire que tu as porté à mon attention que j'ai trouvé très drôle, c'est la publication de cet individu-là ici. Bon, auteur de, et of course, j'étais tellement sûr, The Political Economy of Degrowth, ou ralentir ou périr l'économie de la décroissance, of course. C'est tout le temps, c'est toujours les mêmes thèmes, les mêmes affaires. Et lui, il fait un genre de thread ici où il dit « 5 reasons why communism is more likely to be sustainable than capitalism ». Avec, un autre que je ne connais pas. Là. Puis là, il énumère 5 patentes. D'ailleurs, soulignons qu'aucune des patentes est empirique, c'est tout du wishful thinking. Si tu les lis, là, quand tu vas mettre le lien pour les auditeurs Patreon, puis pas dans le YouTube, pour ceux qui n'ont pas fait la sage décision de s'abonner au Patreon, tu le lis, il y a zéro, mais littéralement zéro faits empiriques qui sont avancés. C'est uniquement du blue sky thinking, du wishful thinking, en fait. C'est beaucoup plus précis. Il y a beaucoup de morale au travers de ça. Là. Oui, c'est vraiment... Moi, je considère qu'un système capitaliste fait ça, donc c'est ce qu'il fait, et voici pourquoi c'est mal. Là, t'es comme, OK. Alors, mais c'est ridicule. Et là, évidemment, il y a, ce qu'on voulait en venir, en fait, c'est ta réponse, qui a été de... Je sais pas si je suis capable d'agrandir, en fait. Ben, tu peux cliquer l'image. L'image est quand même haute résolution, je pense. Écoute, c'est le meilleur exemple. Je pense que c'est comme ça devrait être pour toujours la carte de visitation quand quelqu'un parle de socialisme et environnement. Puis, divisons la chose en deux de la réponse. Il y a la partie... Parce que là, soyons honnêtes, on n'est pas en train de dire que lui, il a dit socialisme, on l'appelle communiste. Il a vraiment dit communisme. Là. Il est très, très clair que son choix, son cheval de bataille, c'est le communisme. Ben aussi, on peut faire 50 000 nuances de oui, gauche mais non, mais on n'est pas en train, on n'est pas en train de le caricaturer. Là. Il a vraiment dit ça. Non, mais de toute façon, quand tu te revendiques de la mouvance de la décroissance, puis tu dis que le capitalisme est un problème, je veux bien qu'on invente 2000 noms différents, éco-socialisme, mais au bout du compte, ça reste une forme de communisme, là, ce qui est prôné. Ouais, t'es dans la même grande famille. C'est ça, je te dis pas que le gars, il veut remettre l'URSS avec les goulags, c'est pas ça qu'on dit, mais c'est une forme de communisme. Mais lui, il a quand même utilisé directement le mot communisme. Exact. Donc, c'est pas que lui, il ferait une nuance. Il a vraiment dit ce mot-là, donc on va le prendre à son face value. Mesdames et messieurs, Yann Sénéchal a fini de faire semblant de pelleter. L'homme qui n'aime pas la liberté. La raison que je dis ça avant qu'on revienne à notre tweet, c'est parce que Yann, l'autre jour, il a vu une vidéo sur YouTube qu'il nous a partagé de quelqu'un qui mange quelque chose d'absolument dégoûtant, puis il dit que ça devrait pas être permis. Yann n'aime pas la liberté des gens de faire des niaiseries. Pas ça, j'ai dit pas en tout. Hey, je sais que c'est pas ça que tu as dit, mais j'aime bien mieux prétendre que c'est ça que tu as dit. C'est bien plus facile. J'ai juste drôle, c'est que je me sens comme un journaliste de TVA. Le plus drôle, c'est que quand tu as envoyé le truc, puis avant que je vois apparaître le message, ça devrait pas exister, j'étais comme, ça a l'air bon. Oui, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai écrit pourquoi. Pourquoi? T'aimes pas la liberté. Anyways, on va revenir à nos moutons. Donc, juste pour dire à Yann... Yann n'aime pas la liberté, puis Yann, c'est un communiste. Exact. Yann, t'as manqué. En fait, le premier bout, on est revenu sur la médecin d'hier, là, et c'est niaiserie. Fait que t'as pas... merveilleux. Je veux pas en entendre parler. Fait que là, en fait le filon de en plus. En fait, le filon de l'épisode, c'est ces gens qui haïssent le capitalisme. Donc, on a parlé de la médecin. Et là, on est rendu sur un gars qui écrivait sur Twitter que le capitalisme, en fait, ça détruit la nature, puis que c'est pas bon pour le développement durable ou je sais pas quoi. Et là, Vincent nous amène son exemple
favoris Ah oui, en très lien loin. avec... je te laisse l'expliquer, Vincent. Ben écoute, la mer d'Aral, qui est à l'intérieur, c'est une mer intérieure, à l'intérieur du Kazakhstan, en fait, du Kazakhstan / Ouzbékistan, mais qui était à l'époque de l'URSS, faisait partie de la même large entité. Mhm. Et pendant les années de l'URSS, il n'y a eu aucun droit de propriété, donc les gens n'avaient aucune incitation à préserver la ressource, il n'y avait aucun mécanisme de profit qui était associé pour la préserver, justement. Et le résultat, c'est que la mer d'Aral, tant par activité industrielle que par surpêche, que par activité agricole dans l'environnement, dans les zones environnantes, la mer a perdu comme 90% de son espace. Ouais, c'est capoté, là, le graphique là, qu'on voit. Ah Là. oui, tu peux le voir. Écoute, tu vois que c'est quand même, juste pour donner une idée, si je ne me trompe pas, il y avait plus d'eau dans ce lac-là que dans toutes les. Tu prends le lac Saint-Jean, la rivière Saguenay. C'était comme un des plus grosses mers du monde. Tu sais, c'était vraiment une mer. C'était quand même assez important en termes de trucs. Des mers intérieures. Là. Puis d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on appelle le lac Saguenay un lac. Là. C'est gros en maudit. Là. Je veux dire, c'est juste pour nous, c'est un lac, mais tu mets ça en Europe, là, c'est un océan. Je pense que c'est juste à cause que c'est de l'eau douce. Là. Ouais, probablement. Ouais, Mais en surtout que c'est gros, le lac Saint-Jean, hein, Vincent. On voit que tu sors pas souvent, je t'avoue. qu'est-ce que j'ai dit? Lac Saguenay. Le- Pour moi, c'est la même. Oublie pas, hein, je sais que vous autres faites la distinction entre le lac et le Saguenay. Je sais que c'est la rivière Saguenay puis le lac Saint-Jean, mais dans ma tête, c'est pas important, c'est une région. OK? Vincent, quand il partait de Montréal, il prenait son passeport. Il était là. C'est sûr que quand je Ben traverse oui, c'est sûr, il y a je me fais quelqu'un qui va arrêter me à le demander, je m'en vais ailleurs vers là. C'est Il sûr, faisait je ça me avec fais son arrêter auto à douane. assuré rien que sur un bord, effectivement. C'est ça. Mais tu Dans sais, le temps qu'il n'y avait écoute, pas de permis de conduire. je parle anglais. Je veux dire, il n'y a pas d'anglais au Saguenay, right? Comme, Non, yeah. il y a zéro anglais. À Arvida, c'était pas anglais pantoute. Non. Mais oui, mais c'est quand même une mer qui a perdu, c'est gigantesque, là, 90% de l'eau qui est. En gros, la superficie de la mer Aral est disparue. C'est un des plus grands désastres écologiques du 20e siècle. Et c'est entièrement sur le dos du communisme. Que le gars se décrit ouvertement comme communiste et donc défend. Donc, déjà là, On aurait pu parler de Tchernobyl aussi. Là. On pourrait parler de Tchernobyl comme exemple que. D'ailleurs, écoute, quand tu voyais la série, j'ai trouvé ça vraiment parfait parce que tu voyais toutes les incitations des bureaucrates qui disent mais non, mais là, il faut blâmer lui, il faut blâmer lui, il faut blâmer lui. Parce qu'il n'y a aucun profit, il n'y a aucune incitation à bien gérer. Mais aussi, deuxième meilleur exemple, c'est quand l'URSS s'est effondrée, l'agriculture soviétique était tellement pas bonne. Et soyons honnêtes, c'était le secteur qui, parce qu'il y avait eu un petit peu de privatisation puis de libéralisation, c'était le moteur de croissance de l'URSS. Mais relativement au reste du monde, il était tellement inefficace que lorsque l'ouverture sur les marchés mondiaux s'est faite, à peu près comme 50% de la superficie agricole de l'URSS est retournée à la nature. Donc, il y a eu des arbres qui ont poussé dessus. Donc, il y a eu de la séquestration de carbone. De 1990, en gros, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait estimé, je pense que c'est l'article que j'ai mis en lien, qui avait estimé que si l'URSS n'avait pas existé, les émissions, la concentration de particules de CO2 dans l'atmosphère serait comme 4 ou 5% plus élevée. Regarde, le communisme, c'est bon. Ça sauve la planète. Ben, la fin du communisme, c'est bon. Ça a aidé à ralentir le problème du réchauffement climatique. Donc, le communisme a contribué au réchauffement climatique pendant 60 ans. Oui, c'est ça là. Carbon sequestration due to OK, demand. ouais, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Mais fait en communiste, il y a des terres qui étaient utilisées pour faire pousser des pétates, puis finalement, tu dis non, on va faire pousser des arbres dessus, il n'y a rien à faire avec ces terres-là. Là. Exactement. Mais parce que là, maintenant, on peut avoir les patates pour moins cher qui viennent. Je vais faire un cliché de l'île du Prince-Édouard. Parce que. Sont bonnes, les pétates. J'ai pas dit qu'ils étaient pas Comment bons. ça, comment ça, les gens de l'île du Prince-Édouard font pas de vodka comme les Russes? Ils en font-tu? S'ils en font pas, je vais dire la réponse suivante. Government.
Ouais, ils sont Ouais, juste 80 000 aussi. Non, mais je veux Non, mais dire. peut-être qu'ils en font, mais le produit ne se rend pas non plus. Là. Ça, c'est très Oui, possible. mais écoute. OK, ils je boivent au m'excuse, fur et à mesure, ça se pourrait, ça. Mais honnêtement, il y a très peu de vodka qui sont faits avec des patates en passant. Hein. En général, c'est du maïs. Hein. T'es-tu sérieux? Oui, oui. Ça, c'est la manière traditionnelle, en fait, là, de faire de la vodka. Là. Mais si tu vas, mettons, visiter des distilleries du Québec, là, peu importe où ailleurs, là, en général, ils prennent une base d'alcool neutre, puis c'est souvent fait avec du maïs. Okay. C'est pas tout le temps. Juste pour souligner, là, il y a des taxes fédérales sur la production d'alcool et il y a des taxes provinciales aussi, apparemment. Et là, l'estimé que j'ai, là, je suis en train de faire ça live on the spot, là, le taux de taxation, c'est que le coût de production augmente de 20 à 30 %. Ah. C'était une niaiserie que je disais. Ça, c'est T'étais pas obligé de me dire. T'étais pas obligé de prouver que le gouvernement avait fucké le chien pourquoi il n'y a pas de vodka sur l'île. Écoute, c'est la règle. Écoute, j'ai déjà conté l'histoire du 2x4. Pourquoi est-ce que le 2x4 n'est pas exactement 2x4? Ouais. Parce que dans les années 70, Nixon a fait le contrôle des prix et donc les prix étaient gelés pour les produits de bois. Fait qu'est-ce que les compagnies ont fait pour s'ajuster? Ils ont changé c'est quoi un 2x4 pour que la différence d'espace sur le 2x4 soit exactement égale au prix qu'ils voulaient charger. Une fois qu'ils se sont ajustés, ils n'ont jamais réinversé. C'est pour ça qu'un 2x4 n'est pas exactement un 2x4. Nixon, we got you. On va te faire la méthode Joe Louis. If something looks stupid, ça c'est la loi de Ben Powell, qui était mon collègue à Texas Tech. If something looks really stupid, it's either not stupid or government made it stupid. C'est tellement ça. Ça me surprend pas que ce soit Nixon en plus, là, qui n'était pas le président le plus dégelé de la boîte. Il faut quand même le dire. Mais écoute, mais comment expliquer que tu sais, je veux dire, on en a des parce que je le sais ce qu'il te répondrait, le gars. Là. Il t'a pas répondu, là, de ce que je comprends, là, mais le monsieur généralement, communiste, les gens, quand je leur poste des affaires sur Twitter, comme Louis T ou comme le gars d'Hydro-Québec, généralement, je suis vraiment convaincu que parce que je sors tout le temps des articles scientifiques, ils sont là, je peux pas répondre à ce gars-là. Je suis vraiment convaincu qu'il y en a que l'effet déterrant de ma présence est égal à 100%. Ouais, t'as pas un gros reach non plus. Là. Non, mais dans le sens qu'ils vont jamais me répondre. Si j'étais un troll puis je faisais un commentaire troll, genre « Hey, t'es con », ils me répondraient. Mais parce que je réponds ça, l'effet déterrant de vouloir me répondre, de vouloir s'ostiner avec moi est 100%. Ben, soit ils te répondent pas, ou soit tu reçois un courriel genre « Vous êtes qui, vous, monsieur le professeur? » Ah oui, j'avais oublié celle-là. Vous n'êtes pas important, mais je prends le temps de vous écrire un courriel. Ouais, c'est ça. Votre opinion ne me fait rien, mais je vous envoie quand même ce courriel passif-agressif parce que... Enlève le passif, c'était vraiment agressif. Mais parce que je sais ce qui te répondrait, le Timothée, avec qui tu essayais d'interagir. Lui, il te répondrait ben non, mais M. Geloso, vous caricaturez mes propos. Je présume qu'il est français, hein? Ben, il est français. Je sais, mais je veux dire, si tu n'avais pas lu le nom, tu aurais quand même présumé qu'une opinion comme ça, avec un nom francophone, il y a des bonnes chances qu'il soit vraiment français. Ben, je veux dire, le gars s'appelle Timothée, il se revendique communiste, puis sa photo, c'est ça. Fait que moi, je présume... C'est un Timothée, ça. Je veux dire, je présume qu'il est français. C'est pas pour manquer de respect à nos auditeurs français. C'est juste que je vois pas d'où... Non, mais c'est pourrait venir. Dans la francophonie... Voyons, tabarnak. T'aurais pu présumer aussi qu'il était un acteur porno. T'aurais pu. Ça aurait pu, mais je connais pas beaucoup les acteurs porno, je vais être franc. Avec un pinch de même. Ben, tu veux le pinch, man? Ben écoute, je sais pas, c'est peut-être un hommage. Ta gueule, Yann. Mais lui, parce que lui, ce qu'il dirait... Retourne planter ta neige. C'est ça lui a comme déformé l'esprit. Parce que lui, ce qu'il dirait, c'est « Ouais, mais toi, tu parles d'Union soviétique, là, mais tout le monde s'entend pour dire que c'était pas bon. Moi, ce que je veux, c'est un autre genre de communisme. » Ouais, c'est vrai, j'avais oublié... voyons, la joke que j'ai toujours aimée... ma préférée. Rappelles-tu, en 2016, les Cubs de Chicago avaient gagné pour la première fois en 108 ans. 103 ou 108? Oui. Quelque chose comme ça. Mais ça faisait plus qu'un siècle qu'ils n'avaient pas gagné.
Puis la joke que j'avais trouvée parfaite, c'était c'est quoi la différence entre les Cubs de Chicago puis le communisme, puis le socialisme, en fait. Les Cubs gagnent au moins une fois aux 103 ans. Hey, dans votre sujet, j'ai écouté un petit TikTok de Shapiro récemment, puis je l'ai trouvé vraiment bon, fait que je vais vous le passer. Non, il s'accroche. Pas tout le temps à côté, là, il est bon des fois. Fait que je vous passe ça à l'instant. One thing that all the communists who live in America have in common is that they live in America. Move to Cuba and then tell me how wonderful communism is without being a part of the prevailing regime. It's easy for Michael Moore to talk about the glories of the Cuban healthcare system while he has his WGA card. It's a little bit different when Michael Moore, would have to live there, which of course he never will. The people who are the most anti-communism in America are people who left communist countries, right, who actually lived in these places. There's such an inherent level of ingratitude in America right now, it's astonishing to me. People who are born on third base and think they hit a triple. People who live in the most prosperous, free, and wonderful country in the history of the world, bar none, not close. If you could be born any time in any place, it would be right here and right now. You're guaranteed basically 8 decades on this earth of health, wealth, and ease. And you're sitting around going, it'd be better if we got rid of everything that undergirds this, and then we do stuff that's fair. And fair means what I like. Well, I'm sorry, but the world did not begin spinning when you got here. The principles that you hold are not unique to you. And your wealth is not a natural part of life. People tend to just believe that this is normal, that what happens in America is normal, that the norm of human life is this. That is so not only historically ignorant, but just ignorant of contemporaneous circumstance anywhere outside the West. If people actually had the ability to take a time machine, then they might be a little bit more grateful for what it is they have here in the United States. And fortunately, there is a time machine. It's called an airplane. All you have to do is take that airplane to a third world country, and you will quickly recognize that the United States is a damned phenomenal place. Voici pour le partage. Mais écoute, la première ligne, c'était parfait. C'était magique. Ça aurait même pu arrêter là, ça a résumé tout le reste. Le reste était bon, mais... Tous les communistes aux États-Unis ont Ben un point Shapiro, c'est comme un petit peu mieux qu'une horloge brisée, mais pas une bonne horloge quand même. Arrête, il est meilleur. Il a raison plus que 2 fois par jour, je trouve. Mais il y a des sujets, écoute, je suis abonné à Daily Wire, je l'écoute pas mal plus qu'une fois par semaine, là, facile. Je te dirais que 50% du temps, je trouve que ce qu'il dit, c'est débile. L'autre 50% du temps, je trouve qu'il est dead on point. Il y a des drôles d'opinions sur l'homosexualité. Il y a des drôles d'opinions. Mais c'est un conservateur. Là. C'est un conservateur. Oui, mais même selon les standards d'un conservateur, c'est un peu weird. Il y a des drôles d'opinions sur le protectionnisme et le libre marché. Des drôles d'opinions sur l'immigration. Je te dirais que 50% du temps, il manque la balle comme faux. Ouais, il y a un petit côté... C'est sûr que c'est mieux que ce que je suis habitué au Québec. Simonac. En fait, moi non plus, je l'écoute assez régulièrement. Puis je suis un peu comme toi, là, genre 50% du temps, je fais comme OK, là ça, c'est du trolling ou genre, je suis carrément pas d'accord. Mais tu sais, je compare la fluidité des explications puis la clarté avec laquelle il s'exprime avec genre les cochonneries qu'on entend ici dans nos médias où tu n'es jamais capable d'avoir un argument. Oui, c'est vrai. Prémisse, argument, conclusion, clair, c'est que de l'appel à l'émotivité. Puis il y a Oui, mais non seulement ça, mais souvent, il est prêt à bite the bullet. Ça, c'est probablement un des tests d'honnêteté intellectuelle. Si tu reconnais qu'il y a un point dans ton argument qui est un peu impopulaire, mais que tu es prêt à avaler la balle, à un moment donné, je me souviens, quand il parlait d'avortement, par exemple, il avait fait quelqu'un, il avait dit « Ouais, mais il va y avoir plus d'actes criminels qui vont être faits. » Puis il dit « Oui, effectivement, quand tu rends quelque chose d'illégal, il y a des gens qui vont essayer de briser la loi. » Puis il y a comme, tu sais, ça c'est la réponse, il va y avoir des back alley abortions. Puis il aurait pu essayer d'éviter de faire du... Bon, il aurait pu dire non, c'est pas vrai, il n'y a pas l'air. Il aurait pu dire de la bullshit. Ah non, il a vraiment avalé la balle. Puis il dit, puis je suis prête. Puis il a vraiment calé, il dit, je pense que le nombre d'enfants qui survivent est plus important que ceux qui vont mourir à cause de ça. Puis c'est mieux que la situation actuelle.
Il dit, je suis pas content de ça. Il Ouais. dit, c'est mieux que la situation. J'étais là, OK, garde, je suis pas d'accord avec toi, là, mais t'as pas essayé de me bullshiter, t'as pas essayé de m'inventer un argument de merde. T'as vraiment tenu ta position de manière cohérente de 100%. Puis, je veux dire, j'ai plus de respect pour lui que les gens qui me font des petits coups de serpent où est-ce qu'il se passe ça, c'est quelque chose. gossant. J'haïs ça, ces affaires-là. Jean-François Lisée, c'était le champion de ça au Québec. Il y avait toujours, c'était comme essayer de pogner un serpent avec de l'huile d'olive, enrobé d'huile d'olive. Tu pouvais jamais pogner quelque chose avec ce gars-là parce qu'il se trouvait toujours une manière de se faire une petite ligne rapide de com, puis il s'enfuyait avec ça, puis t'es comme tabarnak. Ouais, ou genre un peu ce que le gars à qui on a tout un peu répondu hier, là, Vincent, tu l'as fait aussi, qui disait, tu sais, il prenait la l'affaire liberté du cégep académique, là. Ouais, il prenait l'affaire du cégep Garneau. En gros, son argument, c'était ouais, mais là, tu peux pas dire que les universitaires devraient être libres de leurs opinions puis critiquer un gars qui enseigne au cégep. Dans le fond, tu as une liberté académique à géométrie variable. Puis là, tu es comme. Oh. Mais la manière dont il présentait l'argument de ses opposants, entre guillemets, en fait, il s'attaque à un argument qui n'a jamais existé. Fait que c'est facile de. En fait, je suis sûr qu'il a vu quelqu'un qui a dit qu'on devait punir ce prof-là. Puis ce gars-là, c'est probablement un troll. Il y a probablement quelqu'un qui a dit ça. Puis il y en a. Je suis sûr qu'il y a un jambon qui a dit ça. Mais il y a du monde dans notre gang, Vincent, qui disent des choses comme ça parce que il y a des gens à droite qui ont des tendances autoritaires. Oh oui, puis je ne m'ostinerai pas avec que ça existe. Mais dans les propos de ceux qui se sont prononcés, tu prends, mettons, le top 20 qui se sont prononcés sur ce sujet-là, il n'y en a aucun qui a dit que ce prof-là devait être viré. Généralement, ce qui s'est produit, c'est qu'on a tous ri de ce prof-là. On l'a ridiculisé parce que dire des conneries comme ça, t'es un clown. Puis tu devrais être ridiculisé comme un clown. Je m'excuse, mais si moi j'écris des clowneries dans un article, tu es libre d'essayer d'écrire un article en réponse pour dire que Vincent Geloso, il sait pas de quoi il parle, puis il a écrit un article de merde. Ben, tu veux enseigner comme de la merde, expose-toi à être critiqué pour produire quelque chose. Mais il n'y a personne qui a dit qu'il devait être viré. Là. La raison qu'ils l'ont gardé, peut-être c'est à cause de la permanence puis qu'il ne peut pas être viré. C'est clairement à cause de ça. Mais il ne peut pas non plus être d'une incompétence extrême. Il est peut-être juste biaisé, il est peut-être juste X, mais la chose qui garde toujours, qui balise le comportement, c'est la critique. Puis c'est pas... La liberté académique, c'est pas que c'est que t'es immunisé contre la critique. La liberté académique, c'est que tu es libre de critiquer et tu es libre et tu dois donc accepter que... Je veux dire, au quotidien, je reçois des courriels qui me disent que ce que je dis, c'est de la merde. Ou peut-être pas au quotidien, plus de manière hebdomadaire. Dans le temps que je travaillais sur l'IPA, c'était au quotidien. Mais je reçois tout le temps des courriels qui me disent que je suis un esti de mongol. Puis, fine. Mais... Oui. La liberté académique, c'est pas un bouclier contre toute critique, c'est un bouclier contre te faire mettre à la porte parce que tu as mégenré quelqu'un ou que tu as nommé le titre d'un livre que les gens n'aiment pas. C'est à ça que ça sert. Ouais. C'est ça le concept. Maintenant, il faut arrêter de démettre. Le but, c'est pas de s'immuniser contre la critique, c'est de s'immuniser contre la perte d'emploi. Ben oui, des licenciements abusifs. La raison que... Je veux dire, les gens qui font des... Il y en a des profs. Moi, je me souviens de Régent Breton qui me faisait pas triper là, quand il avait parlé des petites culottes dans les salles de classe. Puis je suis comme... C'est pas classe, là. C'est pas classe. Pas en pantoute. Puis je pense que l'université devrait punir des mauvais comportements comme ça, mais ça devrait être à l'université de choisir ça. Mais une fois que c'est dit... c'est parce qu'on n'est pas dans la liberté académique. Là. On est dans des affaires sexuelles, des affaires comme ça. Ben c'est ça. Mais lui, il mélangeait des choses comme ça. Là. Ça devenait, à toute fin pratique, de l'insulte, délibéré. Mais mettons que la personne... Puis là, tu vas voir que j'ai une position beaucoup plus radicale que ce que les gens s'attendent. Je suis même un peu contre punir Régent Breton, tout simplement parce que si je donne un pouce à des gens qui veulent faire de la critique académique sur la base de ça, après ça, ils vont venir pour quelqu'un d'autre. Ben oui. Puis que là, c'est qu'au lieu, en développant l'appareil bureaucratique pour punir des opinions par l'institution elle-même, au lieu que par les collègues qui se critiquent et qui, après ça, se mettent à marginaliser ce collègue-là, puis c'est ça que ça devrait être la bonne réponse. Moi, je devrais marginaliser. C'est ma job de marginaliser Régent Breton en l'ignorant, puis en engageant plus avec ses affaires, et en refusant de le citer parce que c'est un ordure. Exact, mais une fois que c'est dit, l'université, dès qu'elle crée une bureaucratie qui est conçue pour faire la police
des comportements des professeurs. Éventuellement, ça va être utilisé pour dire, bien, les gens qui parlent de liberté économique ou les gens qui parlent de l'importance de la compétition, ce sont des gens qui veulent abuser les minorités. Puis là, t'es comme, j'ai jamais dit ça. Puis là, après ça, ça devient une police des procès idéologique. d'intention. Ben oui. Puis ça devient une police idéologique, des polices puis là, les tribunaux d'intention. Puis ça, là, c'est la chose que j'ai le plus de malaise. Si tu veux de la police du bon comportement dans le monde académique, la seule chose qui fonctionne, c'est pas un organisme à l'intérieur de l'université. C'est des académiques qui font leur crise de fucking job, puis qui se critiquent entre eux et qui s'ouvrent au public de les critiquer pour ce qu'ils disent et que c'est la délibération et la discussion qui fait la job de l'arbitrage, pas un comité de gars de RH qui disent comment est-ce qu'on gère nos affaires. C'est qu'à un moment donné, c'est que la job de l'université... Je ne veux pas trop te couper, là, mais c'est que ça fait déjà 1h05. Fait que on va continuer dans la partie Patreon. On va prendre aussi une question du Q&A qui restait la semaine passée. Yann va continuer son point. Puis moi, j'ai une petite anecdote là, par rapport à ce que Vincent vient de dire. Fait que si ça vous intéresse, joignez-vous à nous, patreon.com/isénéchal pour avoir, là, en général, on fait une bonne demi-heure supplémentaire. Fait que si vous voulez entendre nous dire des niaiseries encore moins généreuses, ben joignez-vous à nous.